Bonjour à toutes et à tous. Il y a un homme, je ne sais pas s'il reste. Je suis ravie d'être présente cet après-midi avec vous et de vous voir aussi nombreuses. Bon, je me suis dit, quand j'ai vu l'horaire, qu'on mettait les grandes stars qu'an dernier, donc je l'ai pris comme un complément. Bon, c'était un peu compliqué. Il y a le week-end qui arrive. Je vais me présenter. Donc, je suis Marine Patrin, je suis expert comptable depuis une quinzaine d'années sur Bordeaux. J'ai pas vécu de reconversion professionnelle, mais plutôt personnelle, parce qu'à 45 ans, l'année dernière, je suis devenue maman. Donc, ça a un petit peu changé ma vie perso et pro. Donc, ça a aussi fait évoluer ma réflexion sur la vie professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un PowerPoint qui a été créé par l'Association des femmes experts comptables. Je n'en suis pas l'auteur. Il y a 16 slides en tout. Dans le temps qui nous est imparti, c'est un petit peu court. Donc, ce que je vous propose, j'ai préparé une petite trousse avec des petits pompons à l'arrière de la salle. Si vous souhaitez que je vous le transmette par mail, vous me laissez une carte où il y a un petit papier pour mettre votre nom, donc je pourrais vous l'envoyer, parce que je ne vais pas pouvoir... Enfin, vous allez voir, ça va défiler. Il y a beaucoup d'idées, ça va défiler assez rapidement et je ne pourrai pas m'arrêter sur toutes les slides. Donc l'objectif de ce support, au-delà des atouts de l'entrepreneuriat au féminin, c'est surtout de faire un état des lieux de votre projet de création d'entreprise, savoir si vous êtes prête pour ce projet et savoir s'il est viable. Parce que l'objectif en tant qu'expert comptable, enfin ce que je dis à mes clients, créer une activité, créer une entreprise, c'est intéressant, mais l'objectif c'est quand même de gagner de l'argent. Voilà, donc je l'appelle la checklist de l'entrepreneuse en herbe. Les motivations déjà, il faut savoir pourquoi on veut se lancer dans une nouvelle activité et en tout cas sa propre activité. Souvent ça peut être créer un travail qui n'existe pas ou en tout cas qu'on ne vous propose pas. D'accord ? Donner du sens à sa vie, je dirais même un nouveau sens à sa vie. On a tout un sens, mais là on se dit tiens, je vais faire quelque chose de plus. C'est retrouver de l'intérêt dans un travail que peut-être vous n'avez pas aujourd'hui. Pallier à des crises qu'on appelle trentenaires, quarantenaires, 50, ouais, etc. C'est suivre une tendance qui existe aujourd'hui. J'ai reçu des personnes aujourd'hui sur le stand qui me disent je vais cumuler plusieurs activités parce qu'une seule ne me suffit pas pour gagner ma vie ou j'ai envie, plusieurs choses m'intéressent. Donc c'est aussi répondre à ce besoin. C'est surtout souhaiter être indépendant et maître de son temps. Et, ça c'est une statistique, 67% des Français se disent bien dans leur travail. En revanche, ça c'est une tendance, une réflexion actuelle, on recherche tous du bien-être. Le bien-être, c'est vraiment un mot à la mode aujourd'hui. Voilà, donc déjà, si vous vous reconnaissez dans ces informations, on peut poursuivre. Alors, avant de se lancer, une étape primordiale, c'est mûrir son projet. Lentement, mais sûrement. Il faut vraiment poser les choses. Il ne faut pas se lancer. Si on se réveille un matin, on a une idée, là, ça ne fonctionnera pas, d'accord ? Il faut imaginer ce projet dans votre vie telle qu'elle est. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Vous avez un domicile, un lieu de vie, l'école des enfants, des transports à proximité ou pas, un environnement. Il faut réfléchir à comment je peux faire fonctionner tout ça ensemble. Il faut faire un bilan de vos capacités, de vos compétences. Ne pas se voiler la face, ne pas se sous-estimer, ça c'est souvent quelque chose qui est un peu féminin, mais ne pas se surestimer non plus. On travaille peut-être pas 35 heures, mais enfin au bout de 50 heures par semaine, on ne peut pas non plus aller au-delà de ses forces. Il faut parler avec vos proches, votre conjoint, vos enfants, expliquer vos motivations. En revanche, j'y mets un bémol, il ne faut pas avoir trop d'avis non plus. Chaque fois que vous parlerez de votre projet, vous aurez un ami qui aura un avis et qui connaît le cousin de la voisine qui a aussi son propre avis parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Et finalement, ce n'était pas du tout votre cas, mais il s'est assimilé à ça. Je le sais parce que j'ai des clients qui m'en parlent. Donc votre projet doit être compatible avec vos connaissances, vos aptitudes, votre expérience, vos envies et tout votre environnement personnel et vos contraintes personnelles. Alors, l'indépendance, je n'ai pas parlé du plan, mais bon, tant pis, j'ai raté mon truc. L'indépendance professionnelle, c'est pour moi. Donc, est-ce que je suis prête à affronter l'incertitude et la solitude ? Alors ça fait un peu peur. Aujourd'hui, c'est quand même
à la mode. On a le télétravail qui est relativement développé. Tous les salariés veulent faire du télétravail, mais là, souvent, si on démarre, c'est plutôt chez soi. Donc le télétravail, c'est tous les jours. Ça veut dire qu'on voit personne. Donc il faut aussi réfléchir à quand même sortir de chez soi pour voir du monde. Il y a des espaces de coworking qui sont développés, qu'on trouve un peu partout maintenant. En revanche, un démarrage d'une activité, c'est un coût qui est relativement élevé. Donc il faut peut-être essayer de faire les deux en même temps. Préparer à prendre des risques. Qui va m'accompagner? Donc je dirais un expert comptable compétent, donc ça c'est pour me vendre, mais vous avez aussi des organismes spécialisés ou des associations qui peuvent vous suivre et vous aider dans votre projet. Je n'aborde pas tous les points, mais suis-je prête à travailler sans compter en mettant en danger mon environnement familial? Effectivement, c'est une donnée qui est importante, puisque salarié, c'est pas toujours rigolo, mais à la fin du mois, on est sûr d'avoir un salaire, on est sûr qu'on fait 35 heures, enfin, sûr, pas pour tout le monde, mais enfin, on a un environnement du droit légal qui fait que vous êtes encadré. Là, le risque, c'est de travailler nuit et jour. Et aussi le réseau, on en parlera un peu après, le réseau, un réseau suffisant pour pouvoir développer votre activité. Donc les qualités pour entreprendre en général, donc c'est être persévérante, d'accord? Ne pas avoir peur de manquer d'argent. Il faut réfléchir à quelles vont être mes conséquences sur le budget familial. Est-ce que si mon mari travaille ou mon conjoint travaille, est-ce qu'il accepte que moi je démissionne ou que je me lance dans une aventure, mais que mon salaire ne soit pas là tous les mois, d'accord? Pareil, il faut se renseigner, vous pouvez avoir droit à des subventions, à des aides. Je ne connais pas forcément les organismes, mais en allant peut-être chez Pôle emploi, ils peuvent vous orienter pour trouver des informations sur le sujet. Goût de l'indépendance, on l'a dit. Savoir planifier, anticiper, se former et organiser avec discipline. Donc tout est dit. En revanche, je rajouterai dans la vie professionnelle, mais aussi personnelle. D'accord ? Et ensuite, avoir confiance en soi et en son projet. Résister au stress, si on est motivé, normalement on doit y arriver. Mais bon, ça fait partie quand même du challenge. Il faut aussi un petit peu de stress pour se motiver. Les atouts pour entreprendre. Alors c'est le thème. Plusieurs études montrent que les femmes sont en général plus motivées que les hommes. J'ai pas trouvé quelles études on parle, mais c'est pas grave. En général, je dirais quand même que les femmes sont super persévérantes. Quand elles ont une idée, elles la lâchent pas, et ça c'est notre force. L'expérience aussi. J'avais écrit, quand une femme se lance dans une aventure, c'est pas vraiment une aventure parce qu'en général, elle a quand même tout analysé et tout est réfléchi. On a de bonnes aptitudes au développement commercial de l'entreprise et aussi, il n'y a pas de raison, on peut assumer une responsabilité de décideur, de chef d'entreprise. Alors, on passe au frein. Finalement, il y a plus de lignes, mais on va essayer de positiver. C'est la dernière phrase qui est, en général, il y a des stéréotypes de genre. Donc la vie familiale, c'est pour les femmes, les courses, etc. La femme est plus fragile, donc elle est plus sensible au stress. Il n'y a pas de vie en dehors du boulot quand on est dirigeant. Un homme est plus capable, donc je dis, ça, on s'en fout. Chacun fait comme il veut. Si vous êtes motivé, vous menez à bien votre projet et vous le faites et vous réussirez. D'accord ? Je suis une femme ou je suis un homme. Dans les quelques mois, quelques années qu'on vient de vivre, on a vu que c'était plus du tout à l'ordre du jour et il faut arrêter ce genre de principe. J'en saute deux qui sont un peu moins intéressantes. Je regarde mon chrono que j'ai pas lancé. Bon, tout est bien. Il me reste combien ? Un quart d'heure. Allez, parfait, on est à la moitié. Entreprendre et garder l'équilibre pro et famille. Ça, c'est important. Il faut expliquer clairement votre projet de création à vos proches. Leur soutien est important. S'ils ne vous suivent pas dans l'aventure, vous allez vous exclure ou eux vont s'exclure. Enfin, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut trouver ensemble des solutions pour que l'équilibre soit préservé pendant cette période. Alors cette période, c'est la période de création, mais il faut aller au-delà. C'est aussi une fois que l'entreprise pourra fonctionner pendant les 10 ans à venir.
D'accord ? C'est est-ce que je vais pouvoir amener les enfants à l'école le matin, aller les rechercher le soir, comment on va gérer la maison, etc. C'est du pratico-pratique. Il faut oser parler d'argent. On l'a déjà évoqué, c'est les risques sur le budget. Au début, on ne gagne pas super bien sa vie. Il y a plus de frais que de chiffre d'affaires. D'accord ? Et là, je remets ma casquette expert comptable pour dire il faut oser parler d'argent avec tout le monde. C'est-à-dire, il faut parler d'argent avec le banquier, ça c'est au démarrage de l'entreprise, avec les clients, avec les fournisseurs. Quand vous allez négocier des tarifs avec vos fournisseurs, il faut y aller, il faut défendre, c'est votre résultat à la fin de l'année qui va en dépendre. Pareil avec les clients. S'il y a un prix de marché, il ne faut pas vous faire du low cost. Si vous démarrez en faisant du low cost, après, pour remonter vos prix et pour pouvoir gagner correctement votre vie, vous ne réussirez jamais à modifier. D'accord ? Donc, votre travail a de la valeur, vous le vendez à la bonne valeur. Donc, l'argent, vraiment, il faut oser en parler. Voilà. Et puis ensuite, partager vos ressentis, les besoins, etc. Ça, c'est plus classique. Hop, je passe. Donc, comment améliorer ses chances de réussite ? Donc, il faut faire un travail sur soi, prendre sur soi, apprendre à dire non, à être sélectif, notamment avec les clients, quand on peut. Au démarrage, c'est pas forcément évident, mais après, il faut essayer de faire des choix. Apprendre à gérer ses émotions, le stress, prendre du recul. Restez authentique. Bon, je ne vous fais pas toute la liste, mais en gros, prenez soin de vous et faites-vous plaisir dans votre activité. Au quotidien, là on est dans de l'organisation. Faire des listes de to-do, trier selon le degré d'urgence. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un tableau où il y a une grille avec les importants, urgents, pas importants, pas urgents. Donc là, il faut classer les choses dans la grille et puis les traiter en fonction de l'ordre d'arrivée dans cette grille. D'accord ? Je parle directement de n'hésitez pas à déléguer quand c'est possible. Effectivement, quand on monte son entreprise, qu'on n'a pas forcément de moyens, c'est une des difficultés majeures parce qu'on est seul et que le travail de secrétariat, de prospection, créer le packaging, créer le marketing, enfin faire la comptabilité, les factures, pointer les clients, les fournisseurs le soir quand on est fatigué. Voilà, donc ça c'est compliqué. Dès que vous pouvez, dès que vous avez un peu les moyens, il faut déléguer. Et ensuite faire du sport. Fuyez ceux qui vous énervent et qui vous pompent de l'énergie, voilà. Tout le monde peut réussir, il faut se former. J'ai reçu des personnes aujourd'hui qui avaient des projets mais qui n'étaient pas encore formées, donc il y a encore beaucoup d'organismes de formation dans la région, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter, et même il y a des formations qui sont financées par les organismes publics. Donc formez-vous, mettez en valeur votre projet, assurez votre marketing avec enthousiasme. Normalement, si vous avez envie de développer une entreprise, vous l'aurez. Il ne faut pas avoir honte d'avoir de l'ambition. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas avoir d'ambition. Montrez votre envie de réussite. Ne restez pas seul. Vous avez aussi, ici, il y avait des réseaux d'entreprises et il en existe plusieurs. Donc, rejoignez des réseaux d'entreprises ou des associations qui pourront vous aider et faire vous aider dans tous vos projets. Et surtout dans les étapes de l'entreprise. Voilà. En cas d'échec, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas les passer en revue, ça sera plus positif. En gros, mon conseil d'expert comptable, c'est si ça ne fonctionne pas, il faut accepter d'arrêter aussi l'entreprise. D'accord ? Si vous ne l'arrêtez pas à temps, ça porte préjudice à la famille, parce qu'en général, quand ça ne fonctionne pas, on n'est pas super bien dans sa tête. Et surtout, il faut éviter que vous perdiez de l'argent. D'accord ? Il peut y avoir des situations dramatiques parce que si vous vous lancez dans le commerce, si vous avez acheté trop de stock, vous ne réussissez pas à le vendre, les huissiers viennent frapper à la porte, enfin, il y a des situations compliquées. Okay ? Là, il faut savoir dire stop, j'arrête, avant que la limite soit passée. En général, votre banquier vous appelle avant, mais il vaut mieux éviter. Et en dernier slide, je dirais que voilà, la reconversion professionnelle, c'est donner un nouveau sens à votre vie, un meilleur sens à votre vie. C'est prendre sa vie en main,
Il y a des doutes, il y a des joies, il y a des peines, c'est la vie, quoi, une entreprise. Donc il faut vraiment, si vous avez un projet, ne pas avoir de regrets, le faire, en faisant quand même attention à tous les éléments qu'on a vus auparavant, mais je dirais qu'on n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Ça, c'est ma conclusion sur le slide. Et ensuite, j'ai une toute petite conclusion d'expert comptable, parce que c'est des questions qu'on m'a posées aujourd'hui. Donc vraiment, si vous voulez démarrer une activité, il faut créer un compte bancaire professionnel. C'est indispensable pour ne pas confondre vos courses du quotidien avec les dépenses et les recettes de votre activité. Ça, c'est vraiment la base de départ pour savoir où vous en êtes. Ensuite, très pragmatique, pratico-pratique, vous achetez un classeur avec des intercalaires, vous mettez toutes vos factures de vente sur le dessus, 12 intercalaires, un relevé bancaire par mois avec toutes les factures qui sont derrière, et comme ça vous savez exactement où vous en êtes, d'accord ? Parce que souvent, aujourd'hui on m'a parlé du statut de micro-entreprise. Micro-entreprise, on n'a qu'une seule case à cocher sur la déclaration d'impôt, et ça vous fait un forfait de charge. En revanche, si vous ne faites pas des calculs comme ça, en faisant tout mon chiffre d'affaires moins toutes mes charges, vous ne savez pas si vous gagnez de l'argent, d'accord ? Donc vraiment, pour savoir si c'est rentable, si ça vaut le coup de poursuivre, faites un petit classement comme ça et vous aurez une idée de la viabilité de votre entreprise. Je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps. 9 minutes de questions. À quel moment de la démarche de création d'entreprise il est adéquat de venir voir l'expert comptable ? Alors ça dépend si vous êtes en micro-entreprise ou si vous êtes en entreprise individuelle ou société. Si c'est en société, éventuellement, c'est dès le début, parce qu'un expert comptable ou un avocat pourra vous aider déjà à rédiger les statuts. Et ensuite, l'expert comptable, il pourra vous faire un prévisionnel. Dès le début, finalement. Ça peut être dès le démarrage avec un prévisionnel. Après, ça peut être la rédaction des statuts. Et ensuite, c'est la comptabilité. S'il y a de la TVA, par exemple, c'est dès le premier mois d'activité, il y a besoin de faire une déclaration de TVA. En micro, théoriquement, il n'y a pas besoin. Oui, moi je voulais savoir, le statut auto-entrepreneur, ça semble être la solution idéale pour démarrer. Mais au fur et à mesure que j'en discute autour de moi, on me dit attention, c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Alors, est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça ? Alors, le micro-entrepreneur, parce que maintenant, auto-entrepreneur n'existe plus, donc micro-entrepreneur, ce ne sont pas mes clients puisqu'ils n'ont pas besoin d'experts comptables. Donc, je ne les connais pas trop. Ma théorie, quand je reçois des créateurs d'entreprises, je leur dis, si vous avez de l'ambition, il faut dès le début démarrer en société. Parce que de toute façon, si ça fonctionne bien, vous allez devoir y passer. Voilà, donc ça dépend si on a de l'ambition, si on va faire du chiffre d'affaires ou pas. La solution micro, c'est facile. Ça semble moins engageant. Pardon ? Justement, le fait de se créer en micro-entreprise, ça semble moins engageant. Au cas où on ne réussirait pas. Alors c'est moins engageant au niveau administratif, mais enfin, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas quand même. Enfin, c'est pas ça qui va déterminer si l'entreprise va être viable ou prospère. Voilà. Sachant que pour les commerces, c'est 170 000 € le plafond de chiffre d'affaires, et pour les prestations de services, c'est 70 000 €. Si vous dépassez ces seuils, vous devez rentrer dans un régime réel, avec une comptabilité. En conclusion, parce que comme je viens de parler de social, je dirais, faites attention aussi, à la fin, il y a quand même des cotisations sociales et éventuellement de l'impôt sur le revenu à payer, d'accord ? Parce que micro-entreprise, souvent on parlait d'abattement, de choses comme ça, mais il y a quand même des impôts et il y a quand même surtout des cotisations sociales. Et les cotisations sociales, comme les impôts, elles sont décalées. Donc au début, on peut rentrer du chiffre d'affaires et se dire j'ai de l'argent, mais cet argent-là, il ne vous appartient pas. Il appartient déjà aux organismes sociaux. Donc il ne faut pas le dépenser pour vous, il faut le garder de côté. Et c'est pour ça qu'un compte bancaire professionnel va déjà vous permettre de savoir où vous en êtes
Et si vous allez sur les sites ursaf.fr ou même, alors avant ça s'appelait auto-entrepreneur.fr, un truc comme ça, vous pouvez faire des simulations de cotisation et vous saurez exactement où vous en êtes. Mais il ne faut pas hésiter, enfin il faut vraiment provisionner cet argent-là parce que sinon, c'est pour ça qu'on dit souvent que la deuxième année, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, c'est parce que ces entreprises-là n'ont pas provisionné, n'ont pas anticipé toutes ces charges qui arrivent la deuxième année, puisque la première, il n'y a pas d'appel. Bonjour, je voulais savoir, dans une création d'entreprise, à quel moment il faut réfléchir en fait au choix du statut juridique? À quel moment il faudrait qu'on se pose la question Alors, soit vous démarrez en micro, et là, vous vous posez la question que quand ça commence à fonctionner, et sinon, c'est dès le début. Oui, parce que ça va conditionner en fait les impôts qu'on va devoir régler par la suite. Alors, il y a deux statuts. Il y a un statut qui est très aimé par les créateurs actuellement, c'est la SASU. Quand vous allez à la Chambre des métiers ou Chambre de commerce, ils prônent beaucoup la SASU. Bon, moi, j'aime pas trop, parce que la SASU coûte plus cher au niveau des cotisations sociales qu'une SARL ou EURL. Mais ce choix-là, il va être très important au démarrage. Entre SASU et EURL, alors justement, qui peut nous renseigner là-dessus? C'est un expert comptable. D'accord. Un expert comptable ou un avocat éventuellement, mais c'est pas tout à fait le même fonctionnement. Il y en a un où vous êtes assimilé salarié dans la SASU et un autre où vous êtes TNS, travailleurs non salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les créateurs, ils pensent que s'ils sont assimilés salariés, ils vont avoir droit aux indemnités chômage ou à des choses du Pôle emploi. Pas du tout. D'accord ? Là, ils sont dirigeants de SASU, il n'y a pas d'indemnité chômage. Il n'y en a pas non plus dans l'EURL. D'accord. Mais voilà. Dans un cas, la SASU, vous avez un bulletin de salaire, c'est ça qui peut être plus facile pour certains, parce que un banquier, il va vous prêter, par exemple, pour acheter votre résidence principale ou votre voiture, que si vous avez 2 ou 3 bilans à lui proposer. Alors qu'avec la SASU, vous avez un bulletin, éventuellement, si vous cherchez un appart et tout, c'est plus facile à justifier. Mais moi, je fais souvent des attestations d'experts comptables où j'atteste le montant de la rémunération du gérant TNS et ça passe. Parce que le TNS, c'est une déclaration annuelle qui est faite au mois de mai N+1. Voilà. Et c'est pour ça que les cotisations sont très décalées. C'est qu'on déclare qu'une fois par an, 6 mois après. Dernière question? Non? On est en week-end? On est en week-end. Merci beaucoup pour votre participation.